Et donc, je laisse la parole à Jean-Marie Thévenet, directeur de l'association Trait d'Union, qui va nous parler du cycle de la violence. Oui, donc je m'appelle Jean-Marie Thévenet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc le directeur de l'association Trait d'Union France Victimes 178, une association qui est relativement récente sur l'île. Je vous parlerai peut-être à l'issue de cet exposé des missions de cette association. J'ai quelques frères qui pourront vous aider éventuellement à entrer en contact avec nous et qui précisent également nos actions. Donc, bien que le docteur en ait parlé de manière assez appuyée, on va parler encore une fois de violence conjugale évidemment, mais du cycle de la violence. Donc on voit comment pourrait se dérouler une vie basée sur cette problématique-là, c'est-à-dire qu'un couple se rencontre, tout va bien, je t'aime, tu m'aimes, tu es beau, elle est belle, tu es très très intelligent et toi encore plus, etc. On sait très bien comment une histoire peut débuter, et puis la vie va se poursuivre, on va s'aimer peut-être de manière un peu différente, et on va mettre en place un système de communication qui va être basé sur la violence. Donc on peut voir cette évolution, bien que je t'aime beaucoup, passionnément à la folie, pour arriver jusqu'à une extrémité qui peut être effectivement l'homicide ou le suicide. Donc il y a une définition qui est ce qu'elle est, qui peut évoluer et qui va évoluer certainement. Donc un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce dans le cadre d'une relation privilégiée, c'est celle du couple. Le couple est encore une fois très de manière officielle, c'est-à-dire les gens mariés, les gens pacsés, les gens qui sont en concubinage, mais également, comme le précisait Charles, c'est des ex-conjoints, des ex-partenaires et des personnes vivant en concubinage. Donc, qui va une relation privilégiée par laquelle donc, un partenaire va exercer une domination qui s'exprime par des violences psychologiques, économiques, physiques ou sexuelles. Voilà. Encore une fois, elle va se distinguer par la différence qu'il peut y avoir lorsqu'il y a un conflit. Lorsqu'il y a un conflit pour terminer un conflit, effectivement, un couple qui fonctionne sur un système d'égalité, la violence va peut-être s'exprimer lors de la rupture de ce conflit. À ce moment-là, effectivement, il y aura nécessité d'apporter une réponse judiciaire, parce que dans tous les cas de violence conjugale, il y a réponse judiciaire, notamment cette réponse judiciaire sera certainement mesurée. Dans le cas présent, on est sur cette notion de dominant-dominé. C'est-à-dire que dans ce couple-là, il y a une personne qui va exercer un pouvoir psychologique sur l'autre. Et ces violences, donc, on l'a vu tout à l'heure, vont être de différentes formes. Et donc, il y aura les violences physiques, les violences psychologiques, la violence verbale, évidemment, par les injures, la violence sexuelle, la violence économique. Le harcèlement également. C'est aussi une forme de violence soit verbale, soit psychologique. Un petit rappel, le fait d'envoyer des SMS de manière importante à un conjoint, à un ex-conjoint, c'est une infraction qui est une infraction aggravée. Donc, on l'a vu, il y a une escalade dans ces formes de violence. Ça va passer évidemment par ce moment de la violence verbale, la violence psychologique, on en a parlé tout à l'heure, qui va aller vers la contrainte économique. Pourquoi pas, je te demande d'arrêter de travailler, là ça va être vraiment une mise en place volontaire. Tu vas arrêter de travailler, déjà ça évite à la femme, éventuellement, enfin à la victime, d'avoir à exprimer ce qu'elle ressent à la maison, ce qu'elle vit à la maison. Donc c'est aussi une façon pour le dominant de contrôler ce qui peut se passer vers l'extérieur. Donc cette violence, cette contrainte économique, en plus ça peut devenir un sujet de conflit, on va le voir, ça peut être très intéressant pour mettre en place un moment de brutalité.
Ensuite, effectivement, l'agression physique et sexuelle. En faisant un rappel, ces infractions-là sont des infractions qui sont aggravées lorsqu'il s'agit d'infractions commises au sein du couple. Un exemple, un viol, c'est puni de 15 ans d'emprisonnement. Lorsque ce viol se produit sur l'épouse, eh bien, c'est une infraction qui est punie de 20 ans de réclusion criminelle. Oui. Donc, c'est une infraction aggravée. Et c'est ainsi que les violences. Il y a personne de magistrat, il n'y a pas de magistrat ici. Je me permets de le dire. La violence effectuée, la violence simple, entre guillemets, commise entre deux personnes, par exemple une gifle qui va nécessiter une ITT de 0 jours, est punie de jusqu'à 750 € d'amende. Moins de 8 jours d'ITT entre deux personnes, c'est 1500 € d'amende. Lorsque ces violences sont commises, une gifle commise au sein du couple, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Vous voyez que le législateur a pris en considération de manière très sévère le fait que ces événements se produisent au sein du couple parce que justement, il y a cette situation de dominant-dominé qui fait qu'il y a nécessité d'apporter une réponse judiciaire sévère. Même si elle est graduée, elle est un petit peu comme cette escalade. Et donc cette escalade peut se dérouler sur une longue période. Je parle souvent du test de la grenouille, mais en fait, pour vous expliquer la chose suivante. Si vous faites bouillir de l'eau dans un bocal et que dans cette eau vous jetez une grenouille, cette grenouille immédiatement va ressortir du bocal. Lorsque vous mettez cette grenouille dans l'eau froide, dans ce bocal, vous mettez le feu sous ce bocal d'eau froide, eh bien, la grenouille va s'habituer petit à petit à la montée en température de cette eau, et la grenouille va finir par mourir. Voyez, elle ne sera pas sortie de ce bocal parce qu'elle se sera habituée à la montée en température de cette eau. Eh bien, c'est un peu ce qui peut se passer dans un couple lorsqu'il y a une mise en place progressive de la violence au sein de cette famille. Alors, le cycle de la violence. Donc effectivement, il va y avoir un moment de tension qui va être trouvé par le dominant. Éventuellement, c'est l'argent que tu viens dépenser, alors que je t'avais donné en début de semaine une certaine somme. Pourquoi tu l'as dépensé? Parce qu'en fait, au début, je ne l'ai pas dit, mais quand on s'aime, bien souvent, le monsieur, il offre des fleurs. Et puis, au fur et à mesure des années, les fleurs, si les madames, elles veulent, on va voir, elles se les achètent. Et là, dans ce cas présent, les fleurs, elles se les achetaient elles-mêmes. Et puis, effectivement, en fin de semaine, il manque un petit peu pour aller au bout du dimanche. Et donc là, ça va créer un moment de tension. Ce moment de tension, il va créer une peur, une crainte chez le dominé. Cette tension va se concrétiser par une expression verbale qui va, pourquoi pas, s'orienter vers une agression. Et là, donc, il va y avoir colère, tristesse, mais il va y avoir peut-être aussi prise de conscience de la part du dominé qui va, à ce moment-là, après l'agression, appeler les gendarmes et puis passer à l'action. On pourrait appeler ça comme ça. Elle va passer à l'action. Je dis elle parce que c'est de manière générale beaucoup plus souvent que lui. Elle va passer à l'action. Plainte à la gendarmerie, garde à vue. Et puis, comme je vous disais, il y a une graduation dans la sanction. Donc, à l'issue de la garde à vue, il va y avoir libération et puis retour à la maison. Ce retour à la maison va être, on pourrait le penser, on pourrait le souhaiter, apaisé. Cependant, il va y avoir malgré tout, de la part de ce dominant, une action qui va être le transfert de responsabilité. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas arrivé là. Donc lui, il met sa responsabilité à distance et il va faire passer cette culpabilité sur l'autre personne. À cause de toi, je suis allé en garde à vue. Tu te rends compte de ce que tu as fait. À l'issue de ça, évidemment, le dominé va effectivement prendre pour lui cette responsabilité
Et il va y avoir une période qui va être extraordinaire, qui s'appelle la lune de miel. Pendant cette lune de miel, eh bien, la situation va s'apaiser et va se normaliser. Il arrive même que pendant cette période de lune de miel, on fasse un enfant. C'est vachement bien ça. On croit solutionner les problèmes. Pour te faire plaisir, eh bien écoute, on va remettre le couvert, mais cette période de miel ne va avoir qu'un temps. Il peut y avoir, après un certain temps, une nouvelle période de tension, une agression, une plainte, et ensuite, transfert de responsabilité, lune de miel, etc., etc. Et ces périodes de lune de miel, en fait, au fur et à mesure des années, vont finir par se raccourcir. Pour arriver, au bout d'un certain temps, de quelques années, peut-être quelques mois, dans certains cas, à une période de tension permanente. Et là, il peut y avoir l'enjeu de pour sortir de cette crise. Eh bien, ça peut être l'issue, elle peut être fatale pour le dominer, ça peut être le suicide, ou ça peut être aussi la prise de conscience, comme on va éventuellement le voir après. Durant, à la demande du auteur, on a inclus effectivement, lors de ces périodes de tension, dans ces familles, il y a des enfants. Et ces enfants reçoivent ces périodes de tension, ces périodes d'agressivité, de plein fouet. Pour eux, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, c'est comme s'ils le recevaient eux-mêmes. Ça crée chez eux un véritable traumatisme. Et effectivement, le fait d'avoir vécu ces traumatismes, d'avoir vu ces traumatismes, va engendrer chez eux des fragilités qui vont se répercuter dans leur vie peut-être future. Donc là, il y a une campagne publicitaire britannique qui dit « Un enfant voit, un enfant fait ». Eh bien, voilà. Dès l'instant qu'on est dans ces situations-là, il y a de la part de l'enfant une vraie réflexion. Il peut se sentir aussi responsable de ces violences. C'est peut-être à cause de moi que papa est mort, et ça peut arriver même. Ça peut arriver que l'enfant puisse avoir la responsabilité. Il a mal travaillé à l'école, par exemple, c'est maman qui prend parce qu'elle l'a mal surveillé sur les devoirs. Eh bien, l'enfant prendra aussi pour lui cette responsabilité. Et là, il y aura des enjeux importants dans son développement et dans ses capacités peut-être d'apprentissage et de sociabilité. Vous voyez donc comme quoi le cercle de la violence quand même concerne la victime, la mère le plus souvent, mais aussi les enfants. Alors, on a vu qu'il y a des intervenants différents auprès de ces victimes. On a parlé on a vu ça avec les professionnels. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a peut-être une grille de lecture à intégrer sur le fonctionnement de la victime. Une victime, dans un premier temps, ne se sent pas victime. Parce qu'elle est obligée de mettre en place, déjà, il y a une espèce de sidération face à ce qu'elle vit. Et elle ne va pas comprendre ce qui se passe, parce qu'elle est dans un univers qui devrait être l'univers le plus protégé possible, puisque c'est celui de la famille. Or, elle se retrouve dans un univers qui devient en fait le plus dangereux, à l'intérieur de sa famille. Donc, il va y avoir de la peur. Il va y avoir aussi peut-être de la honte. Alors, la honte parce que, on subit énormément de pression lorsqu'on vit dans ces situations. Peut-être des pressions familiales. Écoute, résiste. Tu te rends compte que ce qu'on a mis en place pour toi, pour ce mariage, tout l'argent qu'on a dépensé pour toi. On a une pression également administrative. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui se sont mariés ou qui vont se marier, à la mairie, on vous dit pour le meilleur et pour le pire. C'est terrible ça. C'est une phrase qu'on devra enlever du code civil. Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que toi, si tu ramasses, ça prend pour toi. Eh bien non, moi je pense qu'il faudrait inviter les gens à comprendre que ça ne va pas toujours se passer bien, mais si ça ne se passe pas bien, essayez d'utiliser les mots pour le coup. Voilà, je pense que c'est ce que devraient dire les officiers lorsqu'ils prononcent des mariages. Et attention, vous vous mariez aujourd'hui, peut-être que demain ça va partir en sucette.
évitez de taper dessus, c'est pas bien. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses comme ça que vous pouvez leur dire. Bon, je fais un petit peu un résumé rapide, mais voilà. Donc il va y avoir cette fameuse honte, la culpabilité également, on le voyait tout à l'heure, puisqu'il y aura eu un transfert de responsabilité, l'isolement également, une femme, bien souvent, le fameux repas du dimanche en famille, on va l'espacer de plus en plus, ça évite à madame de parler avec sa maman. Donc déjà, si on met la famille à distance, on met le travail à distance, ça va mettre donc de plus en plus de barrières entre ce qui se passe dans le cercle familial et la vie. Donc cette victime ne s'identifie pas dans son premier temps comme victime. Ensuite, elle va passer comme victime objet. Il va y avoir des hésitations. Le fameux aller-retour entre la plainte et le retrait de la plainte. Encore une fois, je rappelle, les magistrats, le parquet ne suivent pas, en cas de retrait de la plainte, ne suivent pas le retrait de la plainte. C'est-à-dire qu'il y a poursuite de l'action publique. C'est-à-dire que même en cas de retrait de plainte, le magistrat poursuit, soit en engageant une mesure alternative de poursuite, soit en engageant une procédure devant le tribunal correctionnel. Et puis il va y avoir la plainte, petit à petit, de déculpabilisation progressive, une plainte qui va aller plus en avant, et la mise en place de l'exécution des lois sociales. C'est-à-dire que, effectivement, une femme qui va se retrouver seule à un moment, il va falloir peut-être l'aider sur le plan social, il va falloir trouver des solutions d'hébergement, des solutions de survie, de vie, voilà, mise en place de moyens de subside pour pouvoir le faire. En vous rappelant qu'ici à Saint-Martin, je suis désolé, et il n'y a absolument rien pour pouvoir accueillir des femmes victimes de violences, si ce n'est le manteau de Saint-Martin, lorsqu'il y a des lits disponibles. Donc les dispositifs qui ont été dits tout à l'heure ne sont plus actifs. Donc c'est vraiment une vraie difficulté. La seule possibilité de laisser un petit sas de décompression, c'est la garde à vue. C'est la garde à vue de l'auteur. Ça, au moins pendant 24, voire 48 heures si nécessaire, ça permet de laisser un sas de décompression et de possibilités d'orientation de la victime. Et puis ensuite, il va y avoir le sujet agissant qui va pouvoir mettre en place éventuellement des mesures de séparation des différentes actions droits, les procédures juridiques. Alors, très souvent ici, ce qui nous manque, c'est la judiciarisation. Alors, je ne parle pas forcément de la plainte, mais lorsque l'on se sépare, et on en voit souvent, je suis aussi délégué du procureur avec un collègue, c'est qu'il y a des problèmes de garde d'enfants parce qu'il n'y a pas les gens n'ont pas saisi le juge d'affaires familiales. Et c'est très dommage parce que les gens pensent pouvoir s'entendre sur les droits de garde, sur les pensions alimentaires, mais lorsque la dimension humaine est dépassée, il n'y a que la justice qui permet de remettre du temps. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a les réparations, puisque là aussi, on va pouvoir agir dans du procès pénal s'il passe devant le tribunal correctionnel. Là, je reprends ma casquette de directeur de Trédunion et on va faire de l'accompagnement de ces victimes. Alors, accompagnement qui va se solder par de l'information juridique. On a une assistance sociale qui va permettre d'orienter éventuellement vers les structures qui vont être mieux adaptées, obtenir éventuellement quelques droits, auprès du RSA par exemple, pour les gens qui sont en situation régulière, encore une fois. Et également, on a la possibilité d'assurer gratuitement un soutien juridique, psychologique qui nous permet de suivre les victimes. Également, l'association est en charge, c'est un dispositif qui existe, est en charge de mettre en œuvre, dans le cadre des mesures alternatives de poursuite ou des jugements qui sont prononcés par le tribunal correctionnel, nous mettons en œuvre les stages de responsabilité parentale pour les violences commises sur les enfants et les stages de violence conjugale qui sont destinés aux conjoints violents. On a l'auteur des faits que l'on reçoit en stage et je peux vous assurer que ces gens-là, lorsqu'ils repartent de cette information, qui est en même temps une mesure, une sanction qui a un sens pédagogique,
quand les gens repartent de ce stage, ils me disent mais pourquoi on nous a pas dit ça avant? Et ça, c'est une constante. Chaque fois qu'on finit un stage, en fin de journée, pourquoi on ne nous a pas dit ça avant? Ça leur permet eux aussi de pouvoir se situer par rapport dans leur relation, dans leur relation avec nous. Et pourquoi pas aussi de prendre des décisions, puisque s'ils ne s'entendent plus forcément avec la personne qui vit avec eux, eh bien, ils prennent aussi cette décision de séparation. Voilà. Et voilà. Ce qui est important, c'est qu'on parle chaque fois, on fait des stages de responsabilité parentale et de violence conjugale, mais on fait également le stage de citoyenneté. Les stages de citoyenneté, ce sont des stages qui sont mis en œuvre notamment pour des faits de violence, des faits d'injure, voilà, des choses qui ne vont pas passer forcément devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police. Mais on a, dans ce stage, on a un petit module, violence conjugale. Pourquoi mettre en place un module de violence conjugale dans le stage citoyenneté de manière globale? Parce que dans ces violences conjugales déterminent, on va dire, la violence quotidienne. On sait tous où nous vivons. Nous vivons sur une île qui n'a pas forcément la réputation la plus paisible possible. Et cette violence, elle va se retrouver partout. Lorsque ces enfants auront vu effectivement que pour mettre fin à un conflit, eh bien, on met en place de la violence. Lorsque on va dans les écoles, on voit trop souvent ces enfants qui sont peut-être en conflit pour, je ne sais quoi, un sac de billes ou n'importe quoi, enfin, j'extrapole. Voilà, pour mettre fin à ce conflit, on va mettre en place de la violence. Et cette violence, elle va se répéter comme ça, dans les champs de la vie quotidienne. Pour régler un conflit avec son voisin, on va finir par mettre en place soi-même cette violence. Et peut-être que si on arrive à juguler cette violence au sein des familles, on pourra essayer aussi de la juguler sur l'ensemble de l'île et dans tous les compartiments de la vie. Voilà. J'en ai pas.